Merci beaucoup. J'aurais été bien plus ravi d'être là, mais je suis très content quand même de pouvoir écouter l'ensemble des présentations depuis ce matin. Malheureusement, pour des raisons de voyage, j'en ai raté le tout début, mais tout ce que j'ai pu écouter était vraiment super intéressant. Et je vois que vous êtes très nombreux, donc merci beaucoup, en particulier Sandy, Denisa et Christophe pour l'invitation. Et je vais essayer de vous... Voilà, donc mon approche va être un petit peu différente de certaines autres des présentations tout à l'heure. Je vais essayer de réfléchir un petit peu à la notion d'écosystème ici, évolutif. Donc la partie dynamique et écosystème, c'est vraiment essayer de partir de ce qu'on connaît en économie et en sciences sociales de manière générale pour essayer de voir comment ça s'organise. Et la partie décentralisée, alors je vais à peine l'aborder, mais c'est vraiment l'idée que les agents économiques, les personnes en général, décident pour et par elles-mêmes, et il faut en fait essayer de les inciter à aller dans une certaine direction, les inciter à faire à essayer de faire en sorte qu'elles aboutissent à des meilleures décisions, sans pouvoir les gouverner. Donc c'est un peu la question de régulation, de trouver l'environnement général. J'espère que ça va être clair dans une minute. Donc essentiellement, voici les 5 points que je voudrais aborder dans les 20 prochaines minutes. Petite introduction juste sur la question des biais pour voir un peu quelles sont les problématiques que je voudrais aborder. Ensuite, faire un lien entre machine learning et sciences sociales. Puis une partie dynamique sur les notions d'apprentissage et de voir ce que ça, quand on apprend à un instant donné, quel est l'impact que ça va avoir sur l'ensemble de l'écosystème et sur notre apprentissage futur. Quelque chose qui est très important pour tous les économistes ici, la notion d'anticipation. Et puis je reviendrai à la fin sur quelques pistes, ce sera high level, pas forcément très précis, mais quelques pistes de régulation. Je sais que beaucoup d'entre vous ici êtes bien plus calés que moi sur ces sujets. L'origine petite des biais, là je reprends une classification en 4 points, qui est un working paper récent de Tchétchéry, Corrochet et Jean. Essentiellement, il voit 4 sources de biais, on peut en trouver d'autres. La première est le type et les sources des données. Donc ça, c'est une question qu'on entend souvent quand les gens nous parlent, c'est « Ah oui, mais mes données sont biaisées. Les données sont biaisées. » Qu'est-ce que ça veut dire que les données soient biaisées? Ça veut dire qu'en fait, elles sont issues d'un mécanisme de générateur qui était donc avec un biais. Ça veut dire qu'il y avait un défaut a priori. Et donc ça veut dire qu'il faut se poser bien la question sur la source des données. Comment ces données ont été générées et ont-elles été générées? C'est vraiment la question essentielle, parce que la notion de données biaisées, on peut considérer qu'elles sont biaisées, mais de fait, c'est les données. Donc, il faut faire avec. Mais par contre, il y a une deuxième notion qui est très importante en statistique, c'est la notion d'échantillonnage. C'est qu'une fois qu'on a des données, elles peuvent être biaisées ou elles peuvent ne pas l'être. En revanche, la façon dont on va les sélectionner, parmi l'ensemble des données qu'on aurait pu sélectionner, donc peut-être qu'en fait, les données dont je parlais tout à l'heure ne sont pas des données qu'on observe, on va simplement avoir un échantillon, et peut-être que les données étaient intrinsèquement biaisées parce que, si en prenant le cas du droit, peut-être qu'aux États-Unis, il y a effectivement des problèmes de discrimination très fortes dans les décisions de justice, auquel cas toutes les données sont peut-être biaisées dans une certaine direction. En revanche, si dans l'échantillonnage, dans la sélection endogène, comment les gens sont sélectionnés. De nouveau, il y a énormément de travaux là-dessus, mais c'est bien pour faire cette séparation entre la façon dont les données sont générées et la façon dont on va les sélectionner. Et ces données sélectionnées, c'est celles qu'on va utiliser dans l'apprentissage. Donc, c'est l'étape qui est importante pour nous. Je vais revenir un peu sur ces 2 points tout à l'heure. Après, évidemment, le choix et l'implémentation des algorithmes. Donc, à la fois le choix, c'est-à-dire quel algorithme on va utiliser, on en a vu beaucoup aujourd'hui depuis ce matin, mais aussi l'implémentation, c'est-à-dire en particulier quand on fait du machine learning, de l'apprentissage automatique, il y a énormément de ce qu'on appelle des hyperparamètres, des paramètres à calibrer qu'il va falloir choisir nous-mêmes, ou alors des méthodes d'apprentissage qu'il va falloir choisir, et ça va être un peu compliqué. Donc, cette vitesse d'apprentissage liée à l'algorithme, je vais en revenir tout à l'heure, c'est un des points sur lesquels je voudrais faire porter mon attention aujourd'hui. Et puis le choix des facteurs explicatifs, c'est en fait qu'est-ce qu'on se permet dans le cadre de cet algorithme. Et c'est très lié au dernier point, qui est peut-être que les scientifiques et tous les gens qui utilisent ces algorithmes ont eux-mêmes des biais individuels et ne pensent pas à certains effets. Un exemple très simple, oui, évidemment, la proportion de femmes parmi les data scientists
est assez faible. Il y a beaucoup comme tout le monde, on a des bourses pour essayer de développer Women et Data Sciences à l'ESSEC, mais c'est dans toutes les institutions pareilles. Essayer de renforcer, par exemple, la diversité des populations parmi les scientifiques pour inciter justement à réfléchir au biais individuel, parce que certains scientifiques peuvent faire une erreur et ne pas penser à certains phénomènes naturellement lorsqu'ils travaillent. Et donc, évidemment, c'est le biais individuel des scientifiques peut avoir un impact sur le choix des facteurs explicatifs que je mentionnais il y a une seconde. Donc voilà, donc c'est un peu en termes de typologie, et je vais rentrer plus précisément dans la question du machine learning, dans apprentissage automatique. Donc tous les algorithmes en fait maintenant utilisent des méthodes de machine learning au minimum. Pourquoi est-ce que ça a été développé à l'origine dans les sciences de l'ingénieur, en informatique, pour résoudre un problème complexe. L'idée de base, ça va être l'imagerie. On a une photo, on veut essayer de repérer ce qu'il y a sur la photo. Et donc ça veut dire que la photo, elle est donnée. Le problème est complexe parce qu'il faut reconnaître des traits, il faut reconnaître les yeux, il faut reconnaître le nez, les cheveux, etc. Et puis ensuite reconnaître le visage et essayer de repérer quelle peut être cette personne, ou alors des informations sur cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que la donnée est là, c'est une photo, et le problème est très complexe. Donc il faut, parce que c'est un problème complexe, il va falloir avoir une résolution extrêmement complexe, donc avec des fonctions qui sont non linéaires a priori, et l'apprentissage automatique va essayer d'optimiser, minimiser ou maximiser une fonction non linéaire. Une fonction non linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fonction qui a beaucoup de paramètres, et comme cette fonction va avoir beaucoup de paramètres, beaucoup de points d'entrée sur lesquels on peut agir pour essayer de l'optimiser, ça veut dire que beaucoup de paramètres va vouloir dire beaucoup de données pour pouvoir les estimer. Et comme on a beaucoup de paramètres et beaucoup de données, ça va nous prendre un temps phénoménal pour obtenir un résultat et pour obtenir une solution. Donc ça veut dire que l'apprentissage automatique, en fait, un gros travail qui a été fait, c'est d'essayer d'accélérer le temps d'apprentissage, d'essayer de trouver assez rapidement une solution à un problème qui est très complexe avec beaucoup de paramètres et beaucoup de données. Et donc ça, c'est en sciences de l'ingénieur, mettons. Sciences en computer science, informatique, sciences de l'ingénieur, en sciences dures. Dès qu'on se rapproche des sciences sociales, on va avoir cette résolution, on va avoir appris quelque chose, on va obtenir un résultat. Par exemple, si c'était une photo, le but n'est pas simplement de reconnaître cette photo, mais ensuite de l'utiliser pour faire quelque chose. Et c'est là que la partie humaine est importante, c'est qu'on va utiliser le résultat de l'apprentissage pour une décision, pour une action. Et ça, c'est quelque chose que les informaticiens ont compris depuis très longtemps, les mathématiciens aussi. Par exemple, ce qui s'appelle reinforcement learning, l'apprentissage par renforcement, qui se divise entre des étapes, l'exploration et l'exploitation, c'est-à-dire l'algorithme va essayer d'explorer toutes les solutions possibles, puis ensuite de l'utiliser. Donc un exemple typique de succès du reinforcement learning, c'est le jeu de Go. Quand DeepMind a réussi enfin à battre un humain au jeu de Go, l'idée est qu'en fait, à un instant donné, l'algorithme va essayer d'explorer toutes les solutions possibles et puis après d'exploiter cette exploration pour essayer de trouver quelle est la meilleure possible. Et donc cet algorithme agit comme un individu qui va essayer de réfléchir à ce qui est possible et puis ensuite de prendre des décisions. C'est aussi, en fait, dans le cas d'un jeu vidéo, c'est essentiellement ce qui se passe ici, Pac-Man. Donc l'agent va agir, ça va avoir un impact sur son environnement potentiellement. Alors c'est un cas assez particulier parce que Pac-Man, en réalité, on pense qu'il y a un impact sur l'environnement, mais les fantômes gloutons bougent complètement au hasard. Quoi qu'on fasse, ils ne sont pas en train de nous poursuivre. Mais potentiellement, ils pourraient le faire. Et donc, dans ce cas, notre action a une influence sur l'environnement. Et donc, ça va modifier en rétroaction notre attraction parce qu'on va avoir soit un fantôme sur notre passage, soit au contraire une cerise ou un bénéfice. Donc ça, c'est l'apprentissage automatique. Ce que les ingénieurs font très bien avec le notion d'agent. Et en fait, c'est comme un agent économique qui travaillerait dans son environnement. La grande difficulté entre ce que les ingénieurs font et nous, sciences sociales, donc économie, gestion, finance et sciences humaines aussi, c'est que cet environnement ici, il n'est pas donné. C'est-à-dire qu'ici, c'est un jeu vidéo. J'ai pris cet exemple parce que le jeu vidéo, il ne change pas. Les lois du jeu vidéo sont figées. En réalité, dans le cas de sciences sociales, l'environnement va être impacté par nos comportements et comme les décisions sont décentralisées, les lois économiques, les lois financières vont elles-mêmes être modifiées par notre comportement.
Et donc, les lois et récompenses qui sont dans cette histoire de reinforcement learning, à chaque fois qu'on agit, on a une récompense qui peut être positive ou négative. Ça peut être une récompense souhaitable, au contraire, quelque chose de négatif. Ici, tout va évoluer au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'on se place en sciences sociales, et j'utilise le terme sciences sociales au sens très, très général du terme, dans des lois qui sont endogènes et qui sont évolutives. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on travaille, dans lequel on agit, est une fonction de ce qu'on a fait dans le passé conjointement tous ensemble. Et ça, c'est la fameuse critique de Lucas en 1976, qui a eu le prix Nobel pour d'autres choses, mais pour les anticipations rationnelles, mais pas pour la critique de Lucas, mais qui est très très utilisée par tous les économètres. La critique de Lucas dit quoi? Qui dit que si vous voulez avoir un impact et que vous voulez utiliser des données pour avoir un modèle, vous allez utiliser des données, capturer le bon modèle, utiliser ce modèle pour avoir un impact sur des individus, mais ce faisant, vous allez maintenant utiliser un modèle que vous n'aviez pas auparavant pour essayer d'avoir un impact, et vous allez de fait modifier le comportement des individus. C'est-à-dire que vous êtes dans un nouveau régime qui implique que ce que vous allez maintenant faire, vous n'avez aucune idée de la façon dont les gens vont réagir, puisque de toute façon, vous allez en fait utiliser un modèle qui était valable dans l'ancien régime où vous n'aviez pas un impact. C'est typiquement quand vous changez de politique monétaire, de politique fiscale, il y a un avant et un après. Et en fait, il faut essayer de retrouver ce qui est pérenne, ce qui est resté entre le régime d'avant et le régime d'après. Mais beaucoup de phénomènes peuvent changer. Un exemple sur les algorithmes, ça va être les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, je ne sais pas si pour ceux qui se souviennent, il y a une dizaine d'années environ, lorsque les cookies sont apparus sur les ordinateurs, les compagnies aériennes ont commencé à essayer de faire de l'optimisation de leur pricing. C'est-à-dire qu'en fait, ils repéraient ce qu'on cherchait comme vol. Et si vous avez cherché, par exemple, un train Paris-Orléans, eh bien, alors ce n'est pas une compagnie aérienne nécessairement, mais la SNCF aurait très bien pu voir que vous êtes en train de chercher un train pour Orléans, et donc va vous proposer un prix plus important parce que vous savez que vous avez envie d'aller à Orléans. Et donc cette discrimination par les prix était liée à votre comportement passé. Ça a marché pendant quelques temps et vous pouvez trouver, il y a beaucoup d'exemples sur Wikipédia, sur Internet, qui disent qu'en fait, les gens ont commencé à essayer de contrebalancer cet effet et d'essayer de modifier leur comportement et de ne surtout pas chercher un Paris-Orléans, mais au contraire un Paris-Strasbourg, pour essayer de faire monter les prix sur Paris-Strasbourg et faire baisser potentiellement les prix sur Paris-Orléans. Et ensuite, voilà, une fois que vous avez réussi à confondre et à influencer l'algorithme, obtenir enfin un bon tarif pour ce qu'ils cherchaient à l'origine, le Paris-Orléans. Et donc c'est ça que les humains font, c'est qu'en fait, quand la compagnie aérienne ou quand la compagnie de transport essaie d'utiliser un modèle pour influencer les gens, en réalité, les gens vont contre-influencer et essayer de modifier leur comportement dès qu'ils se rendent compte. Donc ça, c'est le contexte des sciences sociales. Et quand on a un algorithme qui va essayer d'apprendre et de faire de la prévision, on se retrouve dans un système comme ça. Et donc ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dans notre résolution. Alors à très court terme, ce n'est pas forcément gênant, parce qu'à très court terme, les individus ne vont pas modifier leur comportement immédiatement. Mais au fur et à mesure, ça va avoir un impact. Je vais faire deux petits slides pour une mini équation. Alors là, c'est vraiment très, très, très stylisé. Donc, évidemment, c'est un modèle qui n'est pas fiable. Mais mettons le cas de scoring de crédit que Anastasia a mentionné juste auparavant. Donc, on veut obtenir un score pour un individu. Donc, un individu I à un temps T. On veut essayer de proposer un score pour savoir si on lui octroie un crédit. Un algorithme ici va nous fournir une prévision et il peut y avoir un ajustement humain parce que l'agent bancaire a une capacité de modifier ou pas cette prévision. Donc si on imagine qu'elle n'est pas complètement automatisée. Ça, c'est au niveau individuel. Pour simplifier, je vais passer au niveau complètement agrégé. Désolé, je crois qu'il y a beaucoup trop de G sur ce mot. Au niveau agrégé, mettons sur le score moyen sur l'ensemble pour la banque, sur l'ensemble des crédits qui ont été accordés au niveau de la banque, pour voir un peu ce qui se passe en termes de dynamique à présent et éviter le cas individuel ici. Le moyen, ça veut dire qu'en fait, on va faire des moyennes, mais parce que les moyennes ne sont pas exactement les mêmes pour tous les individus, parce que voilà, c'est pas le même. Si on fait une moyenne pondérée en fonction des crédits, on va avoir un coefficient ici qui va apparaître. Alors c'est très très proche de 1, mais pas exactement 1, donc on peut le modéliser comme ça. Donc avec un ajustement moyen, peut-être dit très proche de 0, une prévision moyenne et un impact de la prévision algorithmique sur le score effectif. Le score effectif va ensuite avoir un impact, mais comment est-ce qu'on a fait cette prévision? Cette prévision, elle a été obtenue par apprentissage. Et donc l'apprentissage,
dans les grandes lignes, la plupart des algorithmes fonctionnent sur le même système. La prévision à un instant donné va être une prévision qu'on a obtenue à un instant t-1, et puis on corrige d'une erreur qu'on a faite dans la prévision précédente. C'est-à-dire qu'en fait, on avait prévu à l'instant t-1, on obtient un score. Voilà, est-ce que c'est t ou t-1 ici? Bon, on peut rentrer dans le détail, mais on avait prévu un score, on constate que le score moyen, par exemple, qui a été donné, n'était pas le même, donc on va mettre à jour notre prévision. Et donc ici, ça c'est ce qu'on appelle le gain. Et le gain, c'est quelque chose d'important parce que c'est le poids qu'on va donner à l'erreur précédente. Et comment c'est la force de notre correction. Et ce gain, a priori, tous les méthodes d'apprentissage vont nous dire le gain doit tendre vers 0. Vous voyez qu'il y a un petit t sur ce gain. C'est ce que gradient descent, on en parlait tout à l'heure, par exemple, il va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que petit à petit, on veut que l'impact de l'erreur précédente soit de plus en plus faible parce qu'on est en train d'apprendre. Effectivement, plus on apprend, plus la prévision va être de plus en plus de meilleur en meilleur. Et donc, on veut forcer l'algorithme à moins prendre en compte les erreurs parce qu'on considère qu'il va falloir qu'elles se réduisent. Et donc, le gain par construction, c'est un des paramètres dont je parlais tout à l'heure, c'est un des paramètres de décision de l'algorithme, mais qui est on va dire le scientifique ou la scientifique va décider en fait un type d'algorithme et de façon dont les gains vont évoluer. Et si vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous voyez, le score dépend de la prévision et la prévision dépend du score à l'instant t ou à l'instant t-1. Ça veut dire que la prévision qu'on fait va dépendre des scores passés. Et donc, le score qu'on va donner aujourd'hui va dépendre de nos prévisions aujourd'hui, qui dépendent des scores passés, qui dépendent des prévisions passées, qui dépendent des scores passés, etc., etc. Donc, on peut résoudre cette petite équation simpliste en disant que le score aujourd'hui est une fonction des scores qui ont été donnés dans le passé et d'un ajustement, cet ajustement est humain. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, ça nous montre comment les données sont générées. De manière simple, nos données aujourd'hui sont générées en fonction des données d'hier, mais avec un apprentissage. Donc, en fait, les données dont on dispose aujourd'hui, je me demandais, est-ce qu'elles sont biaisées, elles ne sont pas biaisées? En fait, ces données sont issues d'un phénomène d'apprentissage. Et donc, la façon dont on a mis en place cet apprentissage va avoir un impact sur les données. Donc, la question de savoir si les données sont biaisées ou non dépend aussi de la façon dont les gens utilisaient ces données dans le passé et donc les mécanismes d'apprentissage d'algorithmes qu'on avait utilisés dans le passé. Et à partir de là, on peut... Bon, là, c'est juste pour un des points importants ici, c'est que ce G, je disais qu'il doit être tout petit. Et s'il est tout petit, ça veut dire que tout ça, c'est proche de 0. Et cette parenthèse ici est proche de 1. Et si G est proche de 0, on va avoir proche de 1. Donc essentiellement, les deux parenthèses, c'est à peu près 1. Ça, à peu près 1, ça veut dire que le score d'aujourd'hui est très lié. Pardon, il y a un i ici qui aurait dû disparaître. Le score d'aujourd'hui est lié au score d'hier. Le score d'hier dépend du score d'avant-hier, etc., etc. Et donc, la conséquence, c'est qu'on va avoir en fait des recommandations qui sont très liées à l'initiation des algorithmes ou alors ce qui se passait avant qu'on utilise ces mécanismes algorithmiques. Et ça génère une très forte persistance des erreurs faites aujourd'hui aux choix qui ont été faits dans le passé. Et il y a en plus, là ici c'était au niveau agrégé, mais en plus il y a des problèmes d'interdépendance assez manifestes entre les différents scores qu'on attribue à différents individus. C'est assez évident, c'est une autre façon de mentionner les biais. Et donc ça peut aussi créer d'autres problèmes de persistance. Et pourquoi cette persistance est gênante? Parce qu'il y a eu un papier qui a été très cité, donc American Economic Review, Calvano et ses co-auteurs, en 2019. Qu'est-ce qu'il montrait? Il montrait que deux algorithmes qu'on n'a pas modélisés, enfin deux modèles de pricing, mettons Amazon versus Google, pour simplifier, deux algorithmes dont je parlais tout à l'heure, vont essayer d'optimiser au mieux les prix qu'ils vont fournir à des clients. Et en fait, ils vont finalement apprendre à la collusion. C'est-à-dire que petit à petit, l'un et l'autre vont découvrir qu'ils peuvent en fait augmenter leur prix et avoir une situation oligopolistique qui n'est pas du tout efficiente, parce que normalement, ils sont en concurrence partielle. L'oligopole est interdite, mais en fait, ils vont se coordonner et on va savoir se faire une collusion. Et donc ça, voilà, c'est le résultat de Calvano et ses co-auteurs. Abada et Lambin ont un working paper qui, a priori, est en deuxième révision pour Management Science ici, donc il y a des chances qu'il soit publié d'ici peu de temps. Xavier Lambin est un de mes co-auteurs à l'ESSEC maintenant, qui était à Grenoble School of Management de GEM jusqu'en septembre. Et en fait, il a montré dans le papier que la collusion qui a été observée par Calvano était en fait juste un problème d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme apprenait trop vite.
Et le G, dont je parlais tout à l'heure ici, était trop faible trop rapidement. Il aurait fallu qu'il reste plus important pendant plus longtemps. Il faut se permettre davantage d'erreurs pour explorer l'ensemble des possibilités et en fait l'ensemble des solutions possibles, et que en essayant d'aller le plus rapidement possible vers une solution, parce qu'on a beaucoup de données, parce qu'on est obligé d'avoir une réponse rapide, les algorithmes deviennent oligopolistiques et donc potentiellement illégaux. Donc, ça veut dire que le choix de l'algorithme au début a une influence ici très importante. Et donc, bien évidemment, quand c'est des données ici qui sont générées par un algorithme, le problème de la critique de Lucas se repose encore, si on veut ensuite essayer de comprendre comment ça a été fait. Désolé, je n'ai pas beaucoup de slides, mais je parle peut-être un peu vite malgré tout. Je vais juste mentionner la notion d'anticipation, parce que là, pour l'instant, c'était un modèle qui était très simple de scoring à un instant donné. Mais en réalité, en économie, la notion d'anticipation, là, c'est un modèle present value model qui est utilisé en finance, où le prix d'un actif va dépendre en fait, par exemple, si c'est un stock, si c'est une action, des dividendes à venir et des anticipations. Le ET ici, c'est l'anticipation à l'instant donné des futurs dividendes que l'entreprise va fournir. Et donc, voilà, il faut prévoir les rentabilités futures. Il y a de nouveau un coefficient bêta ici. Et ça veut dire qu'en fait, toutes les décisions vont non seulement être liées au passé, mais aussi à l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, puis ça veut dire que toutes les prévisions algorithmiques peuvent avoir un impact aussi sur la valeur aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important qu'en finance, ce n'est pas le prix moyen, ce n'est pas l'algorithme moyen qui va importer, mais c'est vraiment ce qui est marginal, c'est le dernier arrivé, celui qui est un peu différent des autres, qui va avoir un impact sur le prix total, parce que voilà, si quelqu'un est prêt à acheter plus cher, ben c'est lui qui fixe le prix. Et donc, ça veut dire que ça crée, ce genre de phénomène peut avoir, quand il s'agit de trading algorithmique à très haute fréquence, des gros problèmes de suroptimisation de l'apprentissage et des prévisions, c'est-à-dire on essaie de trop expliquer. C'est de nouveau le problème du gain dont je parlais tout à l'heure qui est trop faible, et ça peut voilà, créer des emballements, des crashs, des bulles, enfin des flash crashes qui partent. Je crois que je dois bientôt terminer. Oui, terminer. Donc la question des anticipations, je vais juste vous montrer un tout petit graphique. C'est en économie, les gens connaissent ça, c'est le menu cost. Vous voulez trouver un nouveau menu. Comment faire? Restaurateur, vous laissez faire un nouveau menu. Ce n'est pas du tout bancaire ou financier ici. Le problème de vous faire un nouveau menu, désolé, j'ai gardé un exemple en anglais. La question, c'est combien de temps? Quel est l'horizon de temps pour lequel vous allez garder ce menu? La question est combien de temps vous pouvez le garder? C'est-à-dire, est-ce que vous avez créé un nouveau menu, vous l'avez imprimé, combien de temps vous allez pouvoir vous en servir? Ça dépend des prix que vous allez mettre sur le menu. Ces prix, la question donc est combien de temps vous allez pouvoir les garder fixes? Ça, c'est la question donc de vos profits futurs. Mais les profits futurs dépendent des coûts futurs. Les coûts futurs dépendent de l'inflation aujourd'hui, mais aussi de l'inflation à venir, savoir comment elle va évoluer. Et donc, l'inflation à venir va avoir un impact sur le coût futur de tout ce qui est matières premières et des salariés. Et il faut aussi savoir comment vos concurrents se comportent, parce qu'ils vont avoir eux aussi un impact sur les prix et donc sur le prix global, etc., etc. Donc ça, c'est juste un petit graphique pour rappeler que quand on commence à avoir des anticipations, il faut penser à cet écosystème, la façon que chacun est obligé de prévoir, et c'est ça en finance en particulier, chacun est obligé de prévoir sur les marchés financiers ce que tous les autres prévoient, et donc il faut avoir le même type de raisonnement ici. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les décisions sont décentralisées, qu'on ne peut pas avoir une coercition mais une incitation, il faut prévoir les comportements. Et pour prévoir les comportements, avec tout ce dont je parlais tout à l'heure, qui était essayé de dire que le problème est que les anticipations et la façon dont chacun envisage l'avenir et la façon dont chacun utilise un algorithme va avoir un impact sur le système global. Et donc, en politique monétaire, sur la question de l'inflation, c'est pour ça que les banques centrales sont apparues en partie. La notion d'ancrage des anticipations est quelque chose d'important. Il faut donner un cadre à l'ensemble de la population pour essayer de coordonner tout le monde. Et donc, pour pouvoir ancrer ces anticipations, ça veut dire qu'il faut les comprendre. Et la grande question importante, c'est la question de confiance. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient confiance, pas uniquement dans la validation des modèles, parce qu'il y a tout un travail très important maintenant sur le risque, et toutes les banques le travaillent très très bien sur la notion du risque, mais aussi sur la confiance dans les modèles pour savoir si tout le monde se projette, comment se projeter dans l'avenir. Et la question est un peu toujours de voir comment est-ce qu'on peut avoir des outils simples et compréhensibles de manière générale. Et ça, c'est la base typiquement de la value at risk qui a été proposée. La value at risk, c'est quoi? C'est quelle est
voilà, dans un portefeuille d'investissement, quel est le risque de perte. Et en fait, c'est très difficile à évaluer parce que ça dépend de chaque portefeuille. Et l'idée de base, et là je parle pour de ceux qui connaissent bien mieux que moi, l'idée de base est d'utiliser une modélisation très simple. Par exemple, une gaussienne, on sait que ce n'est pas le cas, mais au moins c'est un système qui est comparable voilà, quel que soit le portefeuille, au moins ça permet d'avoir une mesure simple qui nous permet ça. Et ça, c'est quelque chose il faut peut-être avoir en jeu. Et c'était l'exemple, c'est Henri ce matin qui présentait un papier, c'est exactement ça. C'est une fois qu'on a eu tous ces éléments, enfin quand on a plein de modèles différents, il faut avoir un algorithme simple d'évaluation des résultats. Je bafoue parce que tu es en train de me demander si Christophe, comme je n'ai pas bien vu tout à fait les slides, je me demande si Christophe ne parlait pas aussi un peu de ça à un moment, j'ai un doute. Mais voilà, mais l'idée est que sous mon point, voilà, je termine avec ce slide. Le point important, c'est vraiment en fait cette histoire d'avoir des algorithmes très basiques. Mais le problème de ces algorithmes très basiques, c'est qu'en fait, on va avoir quand même la question de l'apprentissage. La vitesse d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure va avoir un rôle très important, c'est-à-dire la question de suroptimisation. Et on a vu ça en finance en particulier avec le financial engineering qui est apparu dans les années 80-90. À un moment où on suroptimise les prévisions, et la question des subprimes reste une question quand même de savoir si certains produits dérivés n'étaient pas liés. Enfin voilà, on n'anticipait pas forcément les coûts et à essayer de trop prévoir et trop ajuster, peut-être qu'on fait une erreur là-dessus. Et dernier point, c'est la réalisation de l'apprentissage. Peut-être que parfois, il faut aussi se donner un peu de chance, donner de chance au hasard et de recommencer notre apprentissage plutôt que pour perdre un peu cette persistance dont je parlais tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce n'était pas un peu dans tous les sens. J'ai essayé d'aborder plusieurs sujets en même temps, mais merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté.